j'ai le grand plaisir de vous présenter Marion Colablaise, que vous connaissez bien sûr très très bien. Elle est une des plus fidèles accompagnatrices du séminaire. Elle a aussi été co-organisatrice il y a quelques années, pendant quelques années. Et vraiment, c'est magnifique d'avoir Marion ici aujourd'hui. Vous le savez, elle est professeure émérite de linguistique et de sémiotique à l'Université de Luxembourg. Elle est l'auteur de nombreuses publications dans les domaines de la sémiotique théorique, littéraire et visuelle, de la linguistique de l'énonciation, de la stylistique et de l'analyse du discours. Elle est entre autres spécialiste de l'énonciation, de la théorie de l'énonciation, de toute son histoire. À ce propos, elle a co-dirigé l'énonciation aujourd'hui, un concept clé des sciences du langage, un recueil d'articles vraiment important, co-dirigé avec Jean-Marie Attore et Laurent Perrin. Un livre vraiment qui a fait date, qui recueille toutes les différentes écoles, approches sur la théorie de l'énonciation. Ça, c'était en 2016. Et en 2021, elle a publié Répétition et reproduction dans les arts et les médias. Elle est également l'auteur d'un ouvrage récemment publié, notamment en 2023, qu'on a présenté à la fin d'un séminaire, le séminaire de 2023. Alors, ces livres, nous avons eu l'honneur de les publier à Liège, aux presses universitaires de Liège, dans la collection de sémiotique Sigilla. Le titre est L'énonciation, évolution, passage, ouverture, mais j'imagine que vous l'avez déjà tous lu. Dans cet ouvrage, comme vous le savez, elle examine à nouveau frais la notion d'énonciation et propose une synthèse approfondie des grands tournants théoriques qu'elle a connus, que cette théorie a connus au cours des 60 dernières années. Marion, à toi la parole et merci beaucoup d'être ici. Merci beaucoup, Julia, de ces mots d'introduction. Merci beaucoup de m'avoir invité à vous présenter ce petit exposé. Du prompt primaire au prompt révisé à l'image numérique, traduction, créativité, computation. Est-ce que le PowerPoint? Oui. Pas de panique. Voilà. Alors. Il faudra effectivement donner accès. Alors, les titres de moi. Et voilà, Paris. J'espère qu'il ne sera pas trop volumineux. On a besoin tout de suite? Oui. Un peu de patience parce qu'il faut qu'on puisse charger, la connexion est un peu lente, qu'on puisse charger sinon je fais éventuellement... Mais tu veux une clé, est-ce que ça servirait? Non, je peux faire tranquillement un partage d'écran, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Bon, je préfère toujours faire autrement, mais bon. Vous voyez bien à la maison? Oui. Merci. Oui, très bien. Alors, si on met en grand et qu'on fait défiler voyons, vous voyez la deuxième affiche, la deuxième... Oui, ça marche. Oui, très bien. Ok, parfait. Il faudrait... Oui. Voilà. Donc, comment rendre compte, d'un point de vue linguistico-sémiotique, de la traduction-translation, au sens où on entend par exemple Rastier, d'un prompt primaire rédigé par l'humain dans un prompt révisé par ChatGPT-4, ainsi que de la traduction-conversion intermodale du prompt hybride humain plus machine en une image numérique grâce à DALL-E 3. Tel est résumé de manière un peu frontale la double question au départ de ma réflexion aujourd'hui. Certes, dans le cadre de ce séminaire,
La problématique n'est pas inédite. La réflexion prendra appui sur les brillants exposés de Julien Longhi pour la production automatique de texte, d'Antonio Salmani pour l'espace latent, de Bruno Vachimon pour une réflexion générale sur la détextualisation et la décontextualisation, et sur l'illusoire capacité de l'IA à parler du monde en allant au-delà de la reproduction et de la réinvention de ce qui est déjà là. La génération d'images par des modèles deep learning appartenant au vaste champ des intelligences artificielles génératives, telles que Midjourney ou DALL-E, a été au cœur de la réflexion de Maria Giulia ou encore d'Enzo d'Armenio et d'Adrien de Liège. Il y a bien évidemment beaucoup d'autres interventions très, très intéressantes, dont celle de Pierre. Pour poursuivre cette réflexion collective, en abordant la traduction sous l'angle des transformations sur un fond d'éléments invariants, je propose aujourd'hui d'adopter un point de vue un peu différent, celui de la norme. Plus précisément, celui de l'entrejeu de la norme qui correspond, selon Rastier 2008, à la langue comme ensemble de règles, et des normes sémantiques contextuelles qui ont un soubassement accordentiel, sélection de certaines accordances dans des contextes normatifs. Je renvoie par exemple à Eras Escribano 2023. D'emblée, le défi consiste à problématiser la notion de règle et celle de norme. L'IA ne contextualisant pas, peut-on parler de normes au sens où l'entend par exemple Rastier, Klinkenberg ou encore Anna Maria Russo? Quel sera ou serait-ce son texte? Ainsi, est-il possible de dégager comme une langue ChatGPT? En quoi celle-ci se distingue-t-elle de la langue naturelle? Quelle part la composante sémantique est plus largement co-contextuelle, que certains travaux en intelligence artificielle invoquant plus particulièrement le distributionnalisme américain des années 30 ont tendance à mettre entre parenthèses, prend-elle dans la génération d'artefacts numériques? S'il paraît raisonnable de dire que les normes sémantiques, voire contextuelles, sont associées aux données sur lesquelles ChatGPT a été entraîné, ChatGPT produit-il de la connaissance? N'incombe-t-il pas plutôt à l'usager de construire une nouvelle représentation du monde a posteriori à partir des agencements proposés sur la base de possibles, en accord avec des normes latentes, peut-être virtualisées, regroupées dans un espace d'intelligence artificielle? Qu'en est-il plus spécifiquement de la créativité computationnelle? Vous le voyez, les enjeux théoriques sont importants. S'agira enfin de vérifier la pertinence de la perspective entre guillemets structuraliste pour mieux en montrer les limites. Une approche entre parenthèses, entre guillemets, dynamiciste des opérations computationnelles ne sera-t-elle pas davantage en phase avec les notions de translation et de conversion? Ces points seront traités dans la première partie consacrée à quelques prompts et images. Dans la deuxième partie qui réfléchira à l'entrejeu de la norme versus les normes. Dans la troisième partie portant sur la production de prompts révisés à partir de prompts primaires. Et dans la quatrième partie qui questionnera l'utilité pour une comparaison des artefacts numériques de la mise en d'avant d'équivalence inspirée par Ténière, mais aussi de motifs, de séquences et de scénarios. Enfin, dans ma dernière partie, j'essaierai de renouveler la pensée de la créativité computationnelle en articulant la notion de norme avec celle d'affordance. Comme j'ai pu le dire l'année dernière ici même, j'entends par créativité computationnelle la fabrication machinique située à l'un des deux bouts d'un continuum dont l'autre est occupé par le poiène humain. Je terminerai par l'image affordance qui responsabilise l'usager. Ainsi, je chercherai à revisiter la notion de traduction, translation monomodale et conversion multimodale en cernant le processus de la traduction machinique davantage. En adoptant ensuite le point de vue de l'usager, j'essaierai de me doter de critères précis rendant la comparaison entre artefacts numériques non seulement possible, mais encore révélatrice de différences, de similarités, de dissimilarités et des opérations engagées. Il s'agira aussi de réfléchir au statut du sémantique, mais aussi de confronter une approche davantage structuraliste à une approche plus dynamiciste. Je pousserai plus avant la réflexion sur la créativité computationnelle bien engagée dans ce séminaire
à travers une séquence établie par l'humain en réception. Elle articule, 1, la normativisation externe à partir des normes associées au contenu repris, reproduit, avec 2, la dénormativisation quand la créativité computationnelle prend la forme de combinaisons bouleversant les attentes, les normes latentes. On verra qu'elles sont possiblement ancrées dans le terreau affordentiel. Avec 3, une normalisation à partir de régularités et irrégularités inédites. Avant 4, une éventuelle renormativisation, nouvelle vision du monde. Je passe à ma première partie, prompt et images numériques. L'urgence de telles investigations m'est apparue à la suite d'une double expérimentation concrète. Première expérimentation, j'ai généré des images grâce à DALL-E 3 à la suite d'un prompt primaire rédigé par mes soins et de prompt révisé par ChatGPT. Soit donc le prompt primaire Bacchus levant une coupe se trouve à gauche de l'image. Il regarde Vénus assise sur un vase décoratif à droite de l'image. Vénus regarde Cupidon qui, placé entre Bacchus et Vénus, chevauche un lion couché par terre. Inspirez-vous du tableau Bacchus, Vénus et Cupidon de Rosso-Fiorentino. Le prompt primaire a ensuite été révisé par ChatGPT. Je vous laisse découvrir un de ces prompts révisés, à partir duquel donc DALL-E a généré une trentaine d'images différentes. Un jardin baigné de soleil, rempli de couleurs vives et de sons animés. Vénus rayonne une chaleur semblable à celle de la lumière dorée du soleil. L'atmosphère est enchanteresse où l'amour et la fête s'entrelacent, etc. L'intéressant, c'est que la génération des images rencontre d'abord un blocage. L'image demandée n'a pas pu être générée, explique ChatGPT, car la requête ne respectait pas les directives de la politique de contenu. Il précise que par directive de la politique de contenu, il entend que, je le cite, la description contenait des éléments qui peuvent être interprétés comme sensibles ou problématiques selon les règles de création d'images. Les règles du ChatGPT sont mises en place pour garantir que les images générées respectent des normes éthiques et appropriées. Est alors évoquée la possibilité que certains éléments, je cite toujours, liés aux personnages mythologiques ou à des représentations spécifiques de la nudité ou des symboles culturels aient déclenché cette restriction. La proscription s'assortit de recommandations qui peuvent prendre la forme d'une prescription, acte de langage indirect. Si vous modifiez légèrement la description pour éviter ces aspects, je serai heureux d'essayer de créer une nouvelle image pour vous. Or, en quoi le prompt révisé en question heurte-t-il l'opinion publique et le sens commun, du moins la sensibilité des amateurs d'art? Ce qui nous interpelle d'emblée, c'est le conflit entre la norme morale subjective affichée et les normes partagées sociales, culturelles par un spectateur familier, en particulier des tableaux florentins du XVIe siècle. Dans notre cas, ChatGPT, c'est-à-dire le développeur d'algorithmes à l'œuvre, qui sans doute associe un blocage à la présence dans les prompts de l'extrême tels que nudité ou amour, se fait passeur de valeurs éthiques, refus de représenter des corps nus, par exemple. Et ces valeurs éthiques ne convergent qu'imparfaitement avec les normes socioculturelles communément et collectivement admises. Dénonçant ce que les amateurs d'art justifieraient au moins par une licence artistique, ChatGPT paraît ainsi circonscrire un sous-espace culturel, peut-être en marge, sinon une contre-culture que l'on taxerait volontiers de puritaine, s'il ne s'agissait pas d'une méconnaissance du canon de la peinture, en particulier maniériste. Sans doute serait-il abusif de reconnaître à ChatGPT et à DALL-E, aux développeurs d'algorithmes, des validités contestataires, alors que le poids des conventions est fort, comme nous le verrons bientôt. L'on assiste alors à une problématisation des définitions traditionnelles de la norme, dont celle de William Sneff. Je cite, « La norme doit être l'ensemble des relations interstratiques admises qui s'établissent entre l'usage, qui est évidemment, William Sneff, ce qu'il y a de stabilisé dans la parole, et le schéma sémiotique et linguistique. Opérant un tri entre représentations convenables et à proscrire, mobilisant une encyclopédie au sens où l'entend Écho, et opérant comme un goulot
laissant ou non passer, selon Lotman, des énoncés dans le sous-espace de la culture, ChatGPT, les développeurs, imposent une clôture, là où pour Yamslev, une dynamique se déploie grâce à la stratification. Une telle dynamique rendrait possible une constitution du champ culturel en acte, à travers une rétroaction des usages sur les normes éminemment malléables et des ajustements permanents à mettre dans le bassin d'attraction de la norme, en quelque sorte. On peut s'étonner de ce cloisonnement par les algorithmes. ChatGPT a été entraîné sur de larges bases de données, même s'il ne puise pas dans une base de texte qui ne contient qu'un texte. Surtout comme il s'agit d'un large language model en ligne, ChatGPT constitue un agent à même d'utiliser des ressources externes connectées à l'instar de l'humain. Le tableau de Fiorentino en fait partie, comme l'attestent par ailleurs les analyses que ChatGPT en propose. Aussi est-il intéressant qu'à la deuxième soumission du prompt révisé non retouché, des images aient bel et bien été générées. Deuxième expérimentation, considérons donc précisément les images générées à partir du prompt primaire, renvoyant explicitement au tableau Bacchus, Vénus et Cupidon de Fiorentino, où Cupidon donc chevauche un lion. Or, dans aucune des nombreuses images générées, une trentaine, à partir des prompts primaires et révisés, Cupidon ne chevauche le lion. Tout au plus, comme dans l'image que je vous montre, Vénus possède ses jambes sur cet animal. Pourtant, le motif Cupidon enfourchant un lion n'est pas rare. En particulier, je renvoie à une gravure d'après Giulio Romano en 1652. D'où, dans notre cas, un renouvellement du motif qui rompt avec la norme culturelle et trouve peut-être un ancrage dans une cellule affordantielle plus large qui échappe encore au tri opéré par les normes. Chevaucher, actant, objet dans un environnement donné, ou encore le lion est chevauchable. Je reviendrai bien sûr sur tous ces points. Dans ma deuxième partie, j'étudierai davantage l'entrejeu de la norme et des normes sémantiques et contextuelles. La question est urgente. Existe-t-il des systèmes Natural Language Understanding? Comme le note Alessandro Lanzi en 2023, on passe par des phases d'espoir et de doute, mais ChatGPT, ajoute-t-il, a permis de faire un grand pas en avant. En même temps, pour d'autres chercheurs, la stratégie Statistics of Occurrence, à la base entre autres de ChatGPT et DALL-E, pourrait étayer l'idée de l'hypothèse statistique plutôt que sémantique. Je renvoie notamment à un article de 2024 de Lisa Miraci-Titus où il est question de meaning semblant behavior. Les modèles reflèteraient seulement l'information sémantique qui existe dans des corrélations entre la distribution et l'emploi signifiant. D'abord, on avancera qu'au moment de la production du prompt révisé par ChatGPT, un signifiant verbal appelle et entraîne un autre signifiant verbal comme mécaniquement. Ruggiero abordera ce sujet, je pense, donc je me contente de noter que des millions de pages de texte sont fragmentées, littéralement explosées en mots et parties de mots ou tokens, caractérisés par leur proximité ou distance mesurée statistiquement avec d'autres mots. Les tokens peuvent correspondre à 4/5 d'un mot, dans le cas du stemming par exemple, qui, par le biais d'une troncation, enlève la fin des mots sur la base d'une liste d'affixes, ou dans celui de la lemmatisation, mais aussi à des signes de ponctuation, des acronymes, des nombres. L'embedding vectoriel consiste alors à associer des nombres, c'est-à-dire à constituer, en vue du machine learning, gérant des calculs de probabilité, des représentations numériques de points dans un espace exprimant différents types de données, y compris des mots et des images constituant des données non mathématiques. Grâce à un transformer, c'est-à-dire un modèle d'apprentissage par la machine qui génère des données dans une séquence, modèle de séquence à séquence, il incombe au mécanisme de l'attention d'attribuer des poids aux connexions en fonction de leur pertinence co-contextuelle, taux de probabilité d'apparition plus ou moins élevé en fonction du co-contexte, déterminant ce que j'appelle des coefficients de connectivité entre neurones de force variable avec des inégalités et des tensions. Quand les normes sont considérées comme purement statistiques ou objectives selon la classification de Klinkenberg 2008, elles sont associées à l'émergence de régularités, de patterns,
sur la base de prédictions fondées sur des calculs de probabilité, la composante proprement sémantique étant reléguée à l'arrière-plan. En ce cas, le blocage que je viens d'observer s'explique par des restrictions pesant sur les combinaisons possibles, la programmation prohibant le lexème nudité, par exemple. La question des normes sémantiques et contextuelles, prescriptives et proscriptives, rejaillit sur le programmeur. Pour beaucoup de chercheurs, la révolution numérique, entre guillemets, consisterait ainsi dans la quantification des données à travers la vectorialisation qui rend le sens, la machine vision, mesurable. Or, cette position théorique fait-elle courir le risque d'une réduction numérique transformant le symbole linguistique en signal, pour citer Rastier dans l'IA Matuée de 2025? Sous quelles conditions est-il possible d'appeler les micro-connexions plus ou moins étroites de nature syntaxique et sémantique des atomes culturels, selon l'expression de Manovich? Suffit-il de dire, comme pour la langue naturelle, que le sémantique n'est pas absent? Rastier, 2008, note que les règles restent en deçà de l'interprétation. Elles permettent de déchiffrer un texte, mais non de le comprendre. Ce déchiffrement lui-même n'est pas indépendant de normes sémantiques de prévisibilité qui permettent d'écarter, par exemple, des découpages oiseux, comme dans le trop fameux exemple forgé, le pilote ferme la porte. Dans ce cas, dira-t-on que l'algorithmique informatique elle-même ne peut être ramenée à une succession déterministe et qu'il faut plutôt considérer les normes d'interaction des règles, comme le dit Rastier? Je reviendrai sur la notion de règle dans un instant. Notons pour l'instant que les défenseurs d'une sémantique vectorielle considèrent que les embeddings statiques sont soumis à des embeddings dynamiques et contextualisés, plus puissants. Dans ce cas, les modèles sémantiques vectoriels ou distributionnels sont fondés sur une matrice de co-occurrence. Je renvoie notamment à l'article Vector Semantics and Embeddings de Daniel Juravsky et al. La question se repose donc avec une nouvelle acuité. Sous quelles conditions peut-on dépasser le stade de la mise à nu de distributions statistiquement significatives suspendant le critère du sémantique? Sans nier la spécificité de la tokenisation, je pense qu'un pas est franchi par la sémantique distributionnelle, née au début des années 60 et qui est convoquée par la linguistique computationnelle et la science cognitive. Comme le soulignent Lenzi et Zalgren en 2023, de nos jours, la sémantique distributionnelle constitue un paradigme majeur en linguistique computationnelle. Le sens de la distribution n'est pas déduit de la distribution, comme c'est le cas pour le distributionnalisme américain des années 30. En sémantique distributionnelle, les co-occurrences ne sont pas comptées. Ici, la distribution de mots est déterminée par leur sens et les propriétés sémantiques des lexèmes agissent comme des contraintes déterminant leur comportement syntagmatique. Il n'est pas anodin que, selon des avancées récentes, chaque mot soit doté d'un vecteur sensible au contexte distinct. J'entends ici le mot contexte dans son acception étroite, au sens de contexte linguistique plutôt que de contexte, environnement ou milieu. Il vaut par rapport au contexte de droite et de gauche du lexème. Cependant, pour la sémantique distributionnelle, la composante sémantique reste étroitement liée au lexème et la question des normes contextuelles demeure, selon moi, sans réponse. En effet, que deviennent les normes non statistiques associées naturellement au contenu véhiculé par la machine lors de la génération d'artefacts? Si elles ne sont pas simplement gommées, quel est leur statut? Je dirais qu'au moment de l'embedding vectoriel, elles sont suspendues, reléguées au second plan. Plus globalement, je plaiderai pour la présence d'une composante sémantique latente qui est virtualisée suite à la vectorisation, tant que la charge normative n'est pas rétablie, peut-être sous une forme modifiée, au moment de l'actualisation et au moment de la réalisation par l'humain. Le processus de la déconvolution correspond en effet à des processus algorithmiques de retour à ce que Dominique Longré, par exemple, appelle une représentation concrète du texte, conservant l'information apprise lors de la convolution qui a produit une représentation abstraite, détextualisation. Détextualisation.
Si nous conservons la définition linguistique du texte, textualisation, si nous considérons le texte comme une matrice, je cite Vanni et Precioso 2021, dont le nombre de lignes correspond au nombre de mots et le nombre de colonnes à l'embedding de ces mots. De retour à une forme textuelle potentielle, un prétexte actualisé, dirais-je, conduit au stade de la réalisation par l'humain, également à travers une contextualisation. Il est sur le modèle des textes de la base de données qui ont ensuite été transformés en nombres dans l'espace vectoriel, virtualisation, abstraction, et restitués, actualisation et concrétisation. Je ne dirais donc pas que la machine interprète le prompt primaire en construisant une connaissance nouvelle. Je dirais plutôt qu'elle exécute de manière plus ou moins stricte, parlera-t-on d'allographisation, une partition aux notations au sens musical du terme en respectant l'orthographe notationnelle. En même temps, tel est le deuxième volet de mon hypothèse, la machine est un passeur de normes et de valeurs qui sont révélées au moment de la déconvolution et assumées par le sujet de coénonciation humain. J'avance que les contenus et les normes, valeurs qui y sont attachées, sont véhiculés, reproduits, peut-être réinventés quand la machine computationnelle parcourt d'autres cas possibles d'une combinatoire au sein d'un réseau de renvoi, sans être assumés par la machine. Ça circule, ça se répète, ça se réinvente. Les contenus ne sont pas énoncés par la machine qui transmet seulement des contenus intertextualité en les adaptant au médium verbal visuel. En revanche, ils sont commentés et évalués a posteriori par un sujet d'énonciation humain qui vérifie une hypothèse non plus statistique, mais encore sémantique, en faisant l'expérience d'une radicalisation de l'humanisation symbolique, selon l'expression de Jean-Michel Salansky dans Le Monde du computationnel 2011. Considérons maintenant la règle, qui, elle non plus, n'est pas tout à fait l'équivalent de la règle du langage naturel. Dans notre cas, les règles garantissent l'efficacité de la traduction du langage humain dans le langage de la machine. La machine doit exécuter les instructions correctement. Elle doit faire ce qu'elle a à faire, sans que, toutefois, l'aléatoire soit totalement exclu. En même temps, le devoir-faire machinique évacue-t-il totalement la question de la rectitude du dire, voulue pour le moins par les programmeurs, comme nous l'avons vu? Est-il alors pertinent de rappeler que dans le cas d'un jeu de langage, le contrôle exercé par les règles n'est pas total? Je cite Wittgenstein, il n'y a pas non plus de règles pour dire, par exemple, à quelle hauteur lancer une balle au tennis ou avec quelle force. Et pourtant, le tennis est un jeu, il a des règles. Or, la machine est-elle capable de jouer à un jeu? La paidia, selon Alban Levaullier, 2023, lui serait étrangère. Enfin, Rastier considère les règles comme des normes invétérées, c'est son terme, dotées d'un degré élevé d'impérativité, dit-il. Précisément, dira-t-on que la règle dans le cas de la génération artificielle correspond à une norme invétérée? Sans doute pas. Je n'en parlerai pas moins dans notre cas de règles instructions données à la machine, exécutées par celle-ci, mais aussi associées à des normes dont le statut est particulier. Il me semble finalement qu'il y a des points de convergence entre les langues naturelles et artificielles au-delà des spécificités de la génération artificielle. Ainsi, dans le cas de l'IAG, donc le déterminisme n'est pas total. Il y a de l'aléatoire, de l'indétermination inhérente au code. Ainsi, dans le cas du soft computing, selon Béatrice Fazi, 2021, on ne constate alors aucun abandon des logiques d'optimisation, de compression ni de synthèse, mais une tension entre les modèles formels, les règles axiomatiques, les déterminations et l'expérience de la contingence et de l'indétermination. Une indétermination attestée avec force, selon moi, par les glitches, par exemple, comme j'ai essayé de le montrer dans l'article de Semiotica 2025 dont Maria Giulia a parlé. Le soft computing gère ce que Fazi appelle l'incertitude, l'approximation, l'aléatoire et la vérité partielle. Il s'accommode, dit-elle, d'une logique floue. Je renvoie aussi à Betty Marenko qui cite Wilhelm Flusser. Les dispositifs fonctionnent toujours de manière de plus en plus indépendante des intentions du programmeur.
Elle va jusqu'à considérer les algorithmiques comme des magical utterances, énonciations magiques, dont, dit-elle, le pouvoir de provoquer des choses a son ancrage dans l'inconnu, l'indéterminé et l'espace de la contingence qui n'est pas prévisible. Je vous laisse découvrir une autre citation qui me paraît révélatrice de son positionnement théorique. Aussi peut-on tirer profit du fait qu'à l'instar des règles de la langue naturelle, qui connaissent, dit Rastier, des réalisations incomplètes ou bruitées, les instructions algorithmiques sont elles-mêmes appliquées imparfaitement. Le nombre des combinaisons ou agencements algorithmiques peut déborder les prévisions. Ces combinaisons et agencements, plus ou moins inédits, nous renvoient au-delà même des usages et des normes statistiques à une logique que l'on pourrait penser sur le modèle du système ou du schéma comme réservoir de possibles et de différences, en adaptant bien sûr les définitions proposées respectivement par Kosseriou et par Jemslev. Kosseriou, ce qui n'est pas réalisé est virtuellement existant possible, et Jemslev parle de variantes des connexions interstratiques. Dans notre cas, le système, au cœur du calcul, je mets système entre guillemets, correspondrait à un nombre fini de règles, instructions, produisant des connexions en nombre indéfini. Il déborderait le nombre des réalisations constitutives de la base de données. Enfin, il serait alimenté en retour par les arrangements et agencements réalisés. À propos de ce processus de réjection, je renvoie trop brièvement à Denis Bertrand, 1993. Ainsi, l'on pourra se demander en quoi, dans le cas de la génération artificielle, les normes statistiques comme chaînons intermédiaires freinent le déploiement d'une puissance en soi illimitée, malgré un nombre de règles, instructions finies, de régularité et d'irrégularité, mais aussi donc en quoi elles sont remises en question, renormativisation partiellement par ce qu'elles laissent passer. Donc les normes statistiques sont associées à des normes sémantiques virtualisées et actualisées avant d'être réalisées par l'humain. Je passe à ma troisième partie consacrée plus spécifiquement à la production de prompts révisés à partir de prompts primaires. Je crois que ça n'a pas pris, ça ne prend pas. Il faut mettre ça ici. Voilà, très bien. À la lumière donc du couple règle-instruction versus norme. Ne pratiquant pas l'analyse de données textuelles, ni ne recourant à un logiciel tel que Hyperbase Web, qui permet à Laurent Vanni et Frédéric Précieuse en 2021, dans l'intelligence des textes, de classer des textes automatiques, je ne puis que noter que pour une approche contextualisante, la convolution comme type de réseau de neurones doit, en fonction de sa taille, conduire le réseau à se concentrer soit sur le lexique et les mots, soit sur des segments phraséologiques, des motifs linguistiques discontinus plus étendus ou des multi-occurrences. Tel est le pari que les chercheurs, justement, ont fait en 2021. Pour moi, la question directrice est celle-ci. Pour rendre compte de la variation sur fond d'invariance dans une perspective plus sémiotique, quel point d'entrée le récepteur va-t-il privilégier pour discriminer et articuler des observables non validés par la machine? La structure morphosyntaxique, le mot, lexème et le groupe de mots, ou plutôt une unité textuelle telle que le motif ou la séquence. Deux ensembles de questions guideront ma réflexion. Pouvons-nous étayer l'idée d'une vision holistique défendue par Chamblee-Greenbrodt, 2023, du point de vue philosophique, qui, sur une base différentielle, est sensible à des ajustements permanents au-delà de la fragmentation par tokenisation? Dans ce cas, la vision holistique incombe-t-elle aussi à la machine? La question est celle également du statut de la textualité. Si la machine opère sur des textualités, vectorisation, engendre-t-elle également des ensembles cohésifs et cohérents? La notion même, enfin, de translation au sens où l'entend Rastier, nous conduit-elle, nous analystes, à articuler une approche davantage structuraliste avec une approche plus dynamiciste? Commençons par considérer la migration et adaptation de motifs, par exemple celui de la séduction de Vénus, au-delà même de cellules ou blocs lexicaux soudés. Dans son article paru dans l'intelligence artificielle des textes, Dominique Longré fait correspondre le motif, je cite,
un schème sous-jacent combinant forme, lemme et catégorie morphosyntaxique. Si nous sommes d'accord pour suspendre la composante sémantique sans l'annuler, le motif est d'abord, mais non uniquement, plastique. L'intérêt de la mise à contribution de motifs, c'est alors l'introduction d'une composante plus cinétique. Les motifs s'engendrent les uns les autres, comme sous nos yeux. Un exemple de surgissement de mots en acte rendu perceptible est fourni par la fonction d'autocomplétion analysée par Rossana et par Mathilde Gonzalez en 2021. On peut même se demander en quoi les motifs qui s'appellent plus ou moins mécaniquement, comme peut le montrer le calcul probabiliste, contestent finalement le caractère fortement soudé des blocs lexicaux. Dira-t-on que le motif est provisoire et malléable, destiné dans certaines limites à la réénonciation, avec modification du forme en plastique, qu'il migre d'un texte à un autre? Il sert alors de ferment essentiel dans le processus de la créativité computationnelle, saisi comme une genèse en acte. Il s'agit de ne pas considérer telle unité comme donnée une fois pour toutes, selon un calcul probabiliste, mais de concevoir un potentiel de contribution aux effets de sens au niveau du syntagme, et une unité produit des effets sur une autre unité. Le repérage des motifs ainsi conçus permet d'éviter, je pense, un triple risque. Celui d'une trop grande granularité des informations encodées, qui surévalue par exemple les informations données par les seuls modes ou temps des verbes, qui ne sont pas à eux seuls définitoires des motifs. Deuxièmement, le risque d'un basculement de la récurrence vers le figement et la stéréotypie, dont je reparlerai. Cela dépend de la créativité computationnelle. Enfin, le risque d'un grand réductionnisme qui consiste, selon Gian-Maria Attore et Yves-Marie Visetti, 2023, à penser le motif ou la figure comme étant déjà donné et non pas en tant qu'activité. Si nous avons donc, dans ce sens, nous sommes d'emblée invités à concevoir une dynamique de production du prompt révisée à partir d'une prompt primaire. Ceci alors même que nous avons d'abord adopté un point de vue plus étroitement structuraliste. À la suite de Gilles Cole et al., qui parle de scène verbale, on peut être sensible à une dynamique d'interaction obéissante au principe de la convocation-évocation en fonction d'instructions qu'ils appellent déjà dynamiques et qui restituent bien sûr la composante sémantique. J'aimerais défendre la position suivante. Même une approche textométrique au sens large, qui s'attache à des distributions et répartitions, peut s'accommoder, selon moi, d'une approche qui, comme le note Yves-Marie en 2024, considère les morphèmes eux-mêmes comme des motifs linguistiques dont ce qu'il appelle la participation motivante relève d'un figural intervenant dans la construction même des langues. En ce sens, je propose d'être attentif à des motifs diagrammes, je lui emprunte le terme, avec leur modulation et leur co-articulation. La prédiction probabiliste des motifs peut alors être requalifiée en phénomène d'anticipation. Il faut être sensible au surgissement le long des lignes textuelles envisagées, comme pour la langue naturelle, d'un point de vue continuiste, dynamiciste, en tant que tension vers un avenir. Dans notre cas, les motifs Bacchus, Vénus et Cupidon et leurs attributs sont versés dans un moule largement invariant, semble-t-il, également du point de vue de la mise en ordre. D'abord Bacchus et ses attributs, ensuite Vénus, ensuite Cupidon, avec toutefois une contextualisation initiale et finale plus développée que dans le prompt primaire, volontairement réduit à son ossature. Donc, dans notre cas, pas de permutation entre motifs, par exemple, ni de suppression d'items qui pouvant affecter la reconnaissance du motif textuel. Bien évidemment, l'on constate des variations morphosyntaxiques et lexicales, l'insertion d'éléments adventistes au départ de phénomènes textuels d'expansion. Pour sa part, la notion de montage, au sens où l'entend par exemple le Somaini, suffisamment malléable d'ailleurs pour répercuter les spécificités des textualités verbales et visuelles, rend attentif à la genèse, à la dynamicité inhérente au processus technique. On peut ainsi imaginer le processus de constitution du prompt révisé de manière même non linéaire,
avec des régularités et des irrégularités attestant la créativité de la machine. Permettez-moi d'insister davantage sur les conséquences théoriques du déplacement presque épistémologique du point de vue structuraliste vers une approche dynamiciste. À titre d'hypothèse, je postule un soubassement continu pour, d'une part, penser l'enchâssement de l'artefact produit dans la masse des données qu'il alimente à son tour, et d'autre part, épouser le flux des données, se constituant, se reconstituant de proche en proche jusqu'à des réalisations superficielles. Ce plongeon dans le flux des données peut être pensé comme une immersion, pour reprendre un mot de Maria Giulia, capable de dépasser le niveau des seules segmentations et combinaisons au profit d'une vue holistique par intégration, par ajustement, imbrication des mots et des motifs, et comme nous le verrons, des séquences à plusieurs niveaux de complexité. La machine aurait-elle une capacité d'énonciation déléguée, à l'instar d'une forme de corporalité déléguée? On en a parlé ici même il y a 15 jours, grâce au très bel exposé de Didier Salin. Voire une forme d'intuition sensible, programmation, ajustement de motifs malléables, qui en retour permettrait d'éclairer d'un jour nouveau l'intuition humaine avec ses différences, comme le montre Alban Levaux-Vallier en 2023. La séquence, précisément, dûment revue, permet-elle de dégager dans les prompts primaires et réviser des ensembles plus larges? Nous savons que Jean-Michel Adam, par exemple en 2015, attribue la séquence au niveau méso et macro-sémantique. Ce qui plaide en faveur d'une telle articulation, d'abord au plan de l'expression, c'est le fait que des zones avec des empans différents sont activées pendant le repérage des unités de texte automatiques. En l'occurrence, je parlerai moins de séquentialité descriptive, les prompts, à vrai dire, ne décrivent pas, que de séquentialité compositionnelle ou configurationnelle, verbale mais aussi visuelle, comme nous le verrons bientôt. Voyons rapidement en quoi le prompt révisé 1 correspond à une telle séquentialité. Pas d'action ponctuelle qui exigerait dans un texte au passé l'emploi du passé simple, mais des verbes d'état, des verbes dont le mode de procès est duratif et qui, si le texte était au passé, appelleraient l'emploi de l'imparfait. Je renvoie aux actes perceptifs, contempler, observer, qui s'opposent à voir, à percevoir dans le prompt révisé 2. Il est significatif que dans ces deux prompts révisés, les verbes désignant une action en cours de déroulement soient relégués soit dans une construction détachée, sous la forme d'un participe présent, regardant, le participe présent traduisant dans une perspective guillaumienne le processus de détention qui a été engagé, soit dans une expression avec un infinitif en train de grimper, s'amuse à grimper, la forme nominale du verbe qui, toujours dans une perspective guillaumienne, peut retenir la chronogenèse et le récit. Le temps est impliqué, dirais-je, plutôt qu'expliqué en passé, présent et futur. D'où l'impression d'une suspension du récit, d'une immobilisation de l'action narrative par une syntaxe globalement nominale. On note bien une progression. Ainsi, le texte verbal est-il linéarisé, mais l'activation de la composante sémantique montre que celle-ci se résout en définitive dans un cumul de sous-thèmes ou thèmes dérivés permutables et qui peuvent être listés de manière tabulaire. Donc, une schématisation en quelque sorte iconisante. Nous verrons bientôt en quoi cette séquentialité compositionnelle, structuration et grille topologique, à droite, à gauche, au milieu, ici, là-bas, agencement temporel réduit au minimum, d'abord, ensuite, enfin, aspectualité itérative, paradigmatisation, annonce, voire préfigure et donc facilite la génération d'images fixes dont la propension à la composition statique sera globalement confirmée. Passons à la quatrième partie, donc la génération d'images par DALL-E 3. N'étant pas informaticienne, je ne saurais décrire le fonctionnement de DALL-E en détail. Juste ceci, son fonctionnement repose sur un réseau neuronal appelé CLIP, Contrastive Language Image Retraining, qui, lors de l'entraînement, a encodé des paires images-texte et calculé un score de pertinence entre une image et un texte. La représentation vectorielle, embedding du prompt,
est suivi du modèle de diffusion qui traduit l'embedding textuel en embedding d'image, transformation à partir d'un motif de points aléatoires qui est modifié progressivement au fur et à mesure que des aspects spécifiques de l'image sont reconnus. Plus concrètement, le réseau neuronal Prior Probability Distribution est entraîné pour prédire l'embedding d'image à partir de l'embedding textuel. On pourra noter que la convolution sur le texte fonctionne de manière un peu différente que pour l'image, celle-ci ayant 2 dimensions, avec des filtres se déplaçant de gauche à droite et de haut en bas. Dans le cas du texte verbal, les filtres se déplacent de mot en mot en parcourant la séquence. Chaque mot est analysé avec son profil vectoriel complet. Le texte est considéré comme une image statique et spatiale. Donc, des segments répétés, des collocations. Pour commencer, j'essaierai de montrer que la notion de valence, selon Thénière, permet de rendre compte d'invariants structurels qui rendent la comparaison des objets produits signifiante, établissement d'équivalence. L'adaptation de la notion de valence à mon propos permet de mettre au centre de la phrase le verbe qui regroupe autour de lui des syntagmes nominaux dépendants de lui. Dans la phrase « Bacchus regarde Vénus », regarde nucléus supérieur régit les nucléus inférieurs Bacchus et Vénus qui sont subordonnés, rapport de dépendance. Parallèlement, les nucléus inférieurs Bacchus et Vénus complètent le sens de regarde, rapport de détermination. S'y ajoutent les circonstants qui, tout en étant des compléments du verbe, ont un statut sémantique et syntaxique différent des actants. Précisément, examinons une deuxième image générée à partir du prompt révisé. Le prompt primaire renvoie toujours au tableau de Rosso-Fiorentino. L'on constate une structure triadique invariante. En même temps, si l'affinement de l'analyse réclame l'activation de la composante sémantique, on note une instantiation équivalente dans les prompts et les images à partir du verbe regarder, à condition toutefois que soit établie une relation métonymique entre Vénus et le socle. En effet, une transposition renégocie le positionnement des acteurs par opposition à la structure actantielle selon Thénière relativement stable, voire leur identité figurative. On retrouve partiellement la ligne zigzagante du regard qui, chez Rosso-Fiorentino, relie Bacchus à Vénus et cette dernière à Cupidon. En même temps, différence notable, la scène structurale secondaire qui se constitue autour du verbe chevaucher n'est pas réalisée visuellement. Cupidon ne chevauche pas le lion, mais le regarde, adaptation de la ligne zigzagante. Le régime de l'image est ainsi vacillant. Il hésite entre la conversion texte-image, qui ne laisse pas de reste, et la reformulation invention structurale et sémantique, qui, dans le détail, bouleverse les relations existantes, relations de dépendance structurale et de détermination sémantique. Poussons les investigations plus avant. Dans telle autre image, malgré la faille structurale, Cupidon ne chevauche toujours pas le lion, on note la permanence à un niveau macrostructural de scénarii ou frames, selon Van Dyck, 2008, largement stéréotypés. En l'occurrence, celui de la séduction de Vénus, conçu comme une suite d'actions. Je n'ai guère le temps de m'attarder sur les défis théoriques lancés par l'articulation de la notion de scénario comme suite d'action avec la compositionnalité de l'image fixe, c'est-à-dire sur l'épineuse question de la temporalisation de l'image fixe. Je renvoie notamment à un article du groupe MU sur le mouvement dans l'image fixe de 98. J'ai moi-même publié un article sur le sujet dans la revue Pratique en 2019. Plus récemment, la question a été traitée par Enzo, Adrien et Maria Giulia. Vous trouvez dans le PowerPoint les références de 2 articles, l'un sur la dimension translation multimodale d'action, l'autre sur la temporalisation de l'image fixe. Pour résumer une problématique, ce que nous voyons dans cette image générée par Dali, c'est bien une scène figée dans un temps arrêté, comme captée au vol. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur la représentation d'un Bacchus en train de se déplacer sur place, comme le suggèrent ses jambes légèrement pliées vers l'avant et ses pieds effleurant à peine le sol.
On songe à la chronophotographie selon Marais, c'est-à-dire à la décomposition du mouvement qui joue sur la discontinuité et l'illusion d'une continuité. Dans notre cas, il ne s'agit pas de simuler une continuité, mais au contraire de disséquer, d'opérer comme un arrêt sur image. Ce que les images générées donnent à voir, ce serait donc la mise en exergue d'un micro-mouvement figé artificiellement. Mieux, d'une partie de mouvement. Cette dissection signifierait-elle comme en écho à la segmentation du prompt par la machine, sans qu'aucune séquentialisation narrative soit pratiquée? Je n'insisterai pas davantage sur le cas de Cupidon sautillant sur place, aspect itératif, mouvement autour d'une position d'équilibre. En même temps, si globalement l'embryon narratif s'efface devant une composition par assemblage, agencement et combinaison stabilisée, si la temporalité de l'image est davantage impliquée, la dynamisation de l'image fixe par ses propriétés n'est pas absente. Elle repose sur les tensions internes au plan de l'expression et du contenu qui préfigurent autant d'interactions conflictuelles, notamment entre des lignes horizontales, verticales et diagonales, entre des choix chromatiques et topologiques, entre Bacchus marchand, Vénus assise, entre les directions qu'empruntent les regards, entre des densités de composition variables. L'image paraît plus peuplée dans les parties latérales que dans la partie centrale, etc. Dernière entrée, la pluralisation des motifs, en partie par reproduction et reformulation multimodale dans un registre autre, dans une clé, dans un mode, dans une tonalité différente au plan de l'expression et du contenu. Ceci grâce aux techniques de l'in-painting et de l'out-painting. On notera que l'in-painting et l'out-painting sont ici entièrement du fait de la machine, sans aucune instruction de la part de l'utilisateur, qui par exemple aurait sélectionné une zone spécifique ou dirigé DALI. Rapidement, on peut mettre au compte de l'in-painting l'ajout de deux vasques au premier ou deuxième plan d'image qui peuvent rappeler vaguement le vase décoratif sur lequel Vénus est assise dans le tableau de Fiorentino. On observerait ainsi comme une migration à la fois dans la profondeur et latérale des éléments qui fait que Vénus est placée sur un tronc d'arbre. Si l'in-painting cherche spécifiquement l'optimisation de l'image à travers la correction des détails, l'out-painting s'emploie à agrandir le cadre, ajoute de nouvelles pixels à l'extérieur des limites de l'image existante, comme le montrent les zones droite et gauche de l'image, peuplées de personnages secondaires qui encadrent la scène nucléaire, technique de remplissage grâce à des éléments satellites. Il me semble que le résultat se caractérise par une grande fluidité, aucune couture ni suture visible, qui atteste les capacités de Dali à encoder le contexte visuel de l'image, lignes, ombres, textures, luminosité, figures, à extraire la zone à considérer, à appliquer un modèle de diffusion conditionnelle grâce à l'apprentissage profond des réseaux neuronaux basés sur la diffusion, diffuse progressivement des échantillons avec du bruit aléatoire, puis inverse ce processus de diffusion pour générer des images de haute qualité. Dali est capable de répéter le processus afin d'affiner l'image. Finalement, il en vérifie la cohérence globale. D'un côté, le degré d'ajustement à la composition d'ensemble, transition selon moi harmonieuse, fondue, d'autre part. Or, si l'in-painting et l'out-painting sont tous les deux au service d'une esthétique qu'on pourrait appeler vraisemblabilisante, qui respecte les instructions de composition véhiculées par les prompts et qui est en accord avec les conventions et les stéréotypes culturels dont la machine est le passeur, s'ils sont évités les hiatus, les rapaces syntaxiques et sémantiques qui seraient singularisants, il peut être intéressant, dans la cinquième partie, de considérer davantage la dialectique entre la confirmation des normes associées au contenu de la base de données et leur dépassement, dénormativisation à la suite combinatoire déviante, et ensuite l'entrejeu des normes et des affordances. À défaut de lecture forte, les ajustements au niveau des équivalences structurales, des scénarios, des motifs, des ajouts, permettront-ils d'éclairer le phénomène de la créativité computationnelle sur de nouveaux frais? Considérons à nouveau cette image.
Il n'est pas anodin que Vénus soit représentée assise sur un tronc d'arbre, les jambes posées sur le lion. Il n'y a donc aucune équivalence sémantique stricte entre les prompts et l'image. Cupidon n'est pas l'actant de chevaucher. On notera également que la ligne zigzagante des recas est interrompue. Dali innove en instaurant des relations partiellement indépendantes des instructions données par le prompt. Parlera-t-on de créativité de Dali 3? Si oui, quels en sont les ressorts? Analysons davantage les microphénomènes de sens que les images renferment. J'essayerai ensuite d'en élargir la portée. Comment expliquer la résistance que Dali oppose à l'implémentation visuelle de la structure chez Cupidon-Lion? Sans doute les choix d'optique liés à des images constitutives d'une archive ou méta-archive qui comprend le tableau de Fiorentino ne sont-ils pas dotés d'un poids normatif suffisamment fort? Le module assise Vénus pied sur Lion correspond alors à un agencement innovant qui puise dans le réservoir de possibles constitutifs de ce que par analogie j'ai appelé le système, en rompant avec les normes, les habitudes, grâce à l'aléatoire et à l'indétermination inhérente au code. Production donc d'un effet de créativité computationnelle. La machine peut ensuite créer de nouvelles routines après une normalisation descriptive des irrégularités, avant que les usages déviants par rapport à des normes, certes affaiblis mais néanmoins présentes, par exemple au niveau du prompt révisé, ne rétroagissent sur elles, renormatisation. En même temps, je constate avec intérêt que cette instantiation inédite, du moins dans mon corpus, de la structure chevauchée Cupidon-Lion entre en résonance avec une cellule affordentielle plus neutre, agent animé, inanimé, objet, lion, action chevauchée dans un environnement donné, qui englobe un grand nombre de réalisations concrètes possibles. Parlera-t-on avec Luigi Basso, je renvoie à la conférence qu'il a donnée à Liège la semaine dernière, d'un germe structural donnant lieu au jaillissement, à la germination, point d'interrogation, d'actualisation concrète multiple? S'agit-il d'un étymon structural qui trouve son ancrage dans un terreau biophysique, un léon échevauchable, avant que le tri, que les normes opèrent sur les affordances? En d'autres termes, il y aurait comme une coïncidence, parlera-t-on de motivation indexicale a posteriori, entre la démultiplication des agencements techniques en nombre théoriquement indéfini, même si le nombre des règles est fini, et le foisonnement des instantiations possibles offertes par une cellule affordentielle de base. Dans une perspective dynamiciste, je supposerais même un soubassement figural, diagrammatique, c'est-à-dire, selon Deleuze, un devenir de force. Essayons de généraliser. Il s'agit de rendre compte du soubassement affordentiel et donc d'une relationnalité ouverte, d'interactions multiples qui obéissent plus ou moins à des normes qui contraignent les possibles affordentiels, mais aussi laissent passer d'autres connexions possibles, excédents affordentiels. Il me semble que mon interrogation liminaire, quelle est la part de la sémantique dans la génération d'artefacts par ChatGPT ou DALL-E, reçoit un éclairage supplémentaire. Dans leur chapitre intitulé From a Lexical to Semantic Distributional Hypothesis, Luigi Di Caro et al. Propose de créer des représentations distributionnelles de traits caractéristiques sémantiques avec des tenseurs. Il remplace ainsi le mot chat dans la phrase « le chat mord la souris » par des faits physiques. Le chat a des griffes, une mâchoire, des yeux, de l'information sur son comportement, il peut grimper en haut d'un arbre, de l'information taxonomique, c'est un félin, un prédateur. Soit une dernière image, toujours générée à partir du même prompt révisé. Dans ce cas un peu différent, on peut voir comment l'entrejeu des normes et des affordances facilite la constitution d'un écart entre le prompt révisé et l'image, mais aussi son comblement. La coupe que Bacchus soulève dans le tableau de Fiorentino est remplacée par une grappe de raisin à laquelle fait écho le verre de vin que Vénus tient dans sa main droite. L'écart par rapport au tableau de Fiorentino est comblé sans effort, la grappe de raisin et le verre de vin ne faisant qu'expliciter, rendre encore plus visible, sur la base aussi des affordances offertes par le raisin, des attributs symboliques définitoires de Bacchus et de Vénus dans l'encyclopédie. Ainsi, le poids culturel de l'action de lever son verre, également à la santé de quelqu'un,
est contrebalancée par la présence d'une cellule affordentielle sous-jacente. Un verre offre à l'agent l'occasion de le lever et de le soulever. Je terminerai par une question. Les images générées par Dali représentent-elles une réalité? Pachimon a soutenu le contraire. Elles reproduisent, éventuellement réinventent du déjà là, a-t-il dit. Je propose de suivre Geoffrey Cox et al. 2021, qui mettent en avant un paradoxe représentationnel. L'image, écrivent-ils, donne une forme dynamique à ce qu'il est possible d'observer et de penser. 2 est une inscription matérielle. 3 est une forme non représentationnelle de données calculables. C'est alors, disent-ils, à travers la représentation qu'un système socio-technique non représentationnel qui cannibalise la représentation en l'opérationnalisant par le computationnel est rendu compréhensible par l'humain. C'est rebattre les cartes, dirais-je, et jeter sur l'entrejeu de la norme et des normes, mais aussi sur la responsabilité de l'humain dans le processus de la traduction d'un langage dans un autre, une lumière nouvelle. Si la machine interprète au sens d'exécuter une partition ou notation selon des règles instructives, des normes attachées au contenu en circulation, sans assumer celles-ci, les normes, l'humain énonciateur construit une représentation a posteriori à partir de ce qui n'en est pas. Dans ce cas, il interprète les images des rêves en reconstruisant un monde signifiant à partir d'un ensemble de possibilités matérialisées, en intégrant de manière dynamique et à chaque moment de manière contingente la machine vision, selon Somaini, dans son propre système de vision. Une représentation, ou mieux peut-être une présentation modulaire. L'image est elle-même une affordance, dirais-je pour terminer, selon Maria Angela Bock, c'est-à-dire elle dicte parmi tous les usages possibles de l'image numérique un bon usage, habitude et prescription. Ce dernier consiste en réception à construire une présentation, une représentation sur la base d'une hypothèse non seulement statistique, mais encore sémantique, matérialisée et visualisée sur un écran, actualisation de textualité. Il incombe ainsi à l'humain de conduire au stade de la réalisation des données d'abord quantifiées, virtualisation de la composante sémantique dans l'espace vectorialisé, ensuite actualisée, restitution de la textualité. Et si j'ai encore une minute, je dirais qu'en ce sens, la machine offre à l'humain la possibilité d'une interaction signifiante qui le fait agir. En l'amenant à reconfigurer son être au monde et avec les autres à travers la construction d'une représentation ou d'une présentation. C'est alors à condition que l'usager humain évalue l'impact de l'image numérique pourvue d'une charge sémantique sur nos manières de voir et de comprendre le monde, que celle-ci peut elle-même agir performativement. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bravo, bravo Marion. Non, merci beaucoup. Tu as fait vraiment une intervention vraiment très, 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 très technique du point de vue linguistique, mais en tout cas, tu as vraiment su nous illustrer très techniquement les problèmes de la traduction intersémiotique qui sont finalement un peu les problèmes principaux qui nous occupent ici cette année. Alors, moi, j'ai une ou deux questions, j'oserais dire, un peu latérales, peut-être, mais je vais bien sûr te les poser en attendant que d'autres réservent leur place pour poser aussi des questions. Alors, peut-être je commencerai par quelque chose qui m'a un peu étonnée quand tu as parlé de vraisemblance. Tu te rappelles, je ne me rappelle plus si c'était quelle des images, peut-être celle-ci, hein? Non, c'était celle-ci. Oui. Tu en as parlé? Oui, oui. Alors, je voudrais t'interroger sur quel type de vraisemblance, justement. Parce que pour moi, je n'oserais. C'est un problème de jugement et un problème de culture visuelle, probablement.
pourquoi je n'oserais pas parler de vraisemblance ici, mais tu me contrediras volontiers, parce que justement, il manque dans toutes ces productions ce qu'en sémiotique on a appelé une stratification des modes d'existence. Disons que, pour le dire de manière très généralisatrice, les œuvres d'art, y compris sans aucun doute, non, moi je ne connais pas vraiment bien cette image de Fiorentino, mais disons que toutes les images qui ont une masse artistique, qui sont passées à l'histoire, disons, Ossian nous le montre, Warburg aussi, sont des stratifications de différents styles, de différentes périodes et éventuellement aussi de différentes temporalisations de chaque période. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une image baroque, mais il peut y avoir une partie qui est baroque du premier temps français et l'autre partie, c'est baroque de la fin du XVIIe siècle, plutôt italien, roman, par exemple. Alors, ce qui fait de ces images, des images, pour le dire de manière très banale, kitsch, des images trop homogènes d'une certaine manière, c'est vraiment, à mon avis, cette, comment dire, cette manque de stratification entre différentes styles, je ne sais pas, formants, etc. Je voudrais savoir ce que tu en penses, parce que ça m'a étonné justement pour la vraisemblance. Oui, bien sûr, il y avait d'autres questions. Bon, je reprends un peu la question de l'aléatoire. Je suis un peu obsédée peut-être parce que ça m'arrive souvent de revenir sur l'aléatoire. C'est un peu parce que c'est un problème de recherche que je ne sais pas très bien résoudre moi-même. Et on en a déjà parlé à d'autres moments ici. On en parlait aussi avec Pierluigi, tu as cité sa conférence du 12 mars à Liège. On en parlait aussi avec Pierluigi, on se disait justement, on a travaillé en sémiotique sur l'aléatoire à partir de Gilles Deleuze, notamment à partir de son travail sur Francis Bacon que tu connais bien. Et Pierluigi, justement, il disait la différence entre aléatoire dans l'intelligence artificielle générative par rapport à Deleuze, Bacon, c'est que Bacon arrive à se réapproprier, à remotiver d'une certaine manière les gestes comme ça, de lancer des objets vers la toile, tandis que comment faire pour se réapproprier, pour remotiver l'aléatoire des productions machiniques. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Bon, d'abord, le terme de vraisemblance, je l'ai mis dans mon texte entre guillemets, effectivement, donc je ne pensais pas. J'ai pris ce terme parce qu'il me semblait qu'il y a justement une certaine unité. Bon, tu as bien évidemment raison, dans une œuvre d'art, il y a une stratification dans différents niveaux de pertinence, etc., que peut-être tu n'as pas justement dans cette image-ci. Voilà, elle est plate, elle est homogène, elle est, donc de ce point de vue, je ne dirais en aucun cas qu'il s'agit évidemment d'une œuvre d'art. Ça, c'est un fait. Donc, vraisemblance, je voulais simplement dire par là qu'aucun des éléments, comment dire, ne fait, n'approche le regard plus particulièrement. Donc, il n'y a pas de vraie saillance au sens où il y aurait des ruptures, par exemple, dans cette image, des éléments qui ressortiraient plus particulièrement, etc. Donc, vraisemblance aussi, oui, en relation avec la notion de stéréotypie, justement. C'est aussi ça. Oui. C'est la question de l'aléatoire que vous venez de dire. Oui, aléatoire, aléatoire, mais que ce soit le bon terme. Que les caractères vraisemblables soient opposés à des saillances, tu vois, des chocs visuels. Non, moi je l'ai mis en relation avec justement cette
ce que je vais appeler une harmonie de tous les éléments qui s'intègrent effectivement dans un tout cohésif, etc. Voilà. Je voulais rien dire d'autre. Et pour l'aléatoire, tu as bien sûr raison. Donc, l'aléatoire de la machine, déjà, y a-t-il un vrai aléatoire? Tu sais que la question se pose souvent. Et il y a même certains qui parlent de pseudo-aléatoire, qui ne veulent pas parler d'un vrai aléatoire ou de différents types d'aléatoires, mais en aucun cas n'y a-t-il d'appropriation par la machine. Oui, c'est surtout comment l'usager, qu'il soit scientifique, qu'il soit artiste, peut expliquer. Alors, alors l'artiste, c'est différent parce que quand on a des ambitions artistiques, Pavlovich l'a démontré dès le début, dès 2022, qu'il faut alors, si on veut profiter de l'aléatoire, il faut alors à un certain moment quitter la machine pour profiter de cet aléatoire. Et alors, comment dire, faire passer l'image à travers d'autres médiations. Mais voilà, on peut exploiter l'aléatoire, justement. Donc, l'artiste peut exploiter l'aléatoire, comme c'est le cas dans les mais en quittant la machine, probablement, pour les prochaines. Des concours, etc. Oui. Pour les scientifiques, c'est encore plus intéressant l'aléatoire, je trouve, parce que, bon, toi, tu as montré quelques générations, mais quand on démultiplie les générations, l'aléatoire, on peut l'étudier. Je ne sais pas comment dire, on peut l'étudier sur les grands corpus. On a essayé de le faire avec Adrien, dans un article, Adrien Heinz, dans un article qui paraîtra bientôt. Justement essayer vraiment sur la grande quantité, d'analyser statistiquement, de voir comment on peut, comment dire, repérer, suivre, justifier cet aléatoire qui est d'une certaine manière récurrent. Et ce qui est intéressant, c'est que l'aléatoire peut être utilisé à des fins esthétiques, mais dans le cas de la navette spatiale, évidemment, il faut éviter au maximum qu'il y ait de l'aléatoire. Donc voilà. Donc, oui. Donc les usages qu'on a. Oui, bon, pour la navette spatiale, c'est différent. Alors, Gilles, le premier qui pose question. Alors, Gilles, d'autres? Yves-Marie. Ici, alors ici, je ne lis pas les noms. Ah, Enzo d'Armenio. Et puis, Pierluigi, si je vois bien. Et puis Pierluigi, si. Bon, commençons par Gilles. Je pense qu'ensuite, ce sera bon, hein, et qu'il faudra faire la pause. La question, c'est sur le terme de représentation qui émerge dans votre conclusion, notamment dans le rapport de l'être, pas simplement à l'image du processus. Quelle signification vous donnez à votre conclusion au terme du processus? Parce que si je vous suis, c'est l'ensemble des normes sémantiques, au sens de Ratier, qui ont été mises en œuvre, expérimentées et après synthétisées, qui font la représentation finale de ce spectacle. Mais il vient frictionner, de mon point de vue, avec les normes de figuration. Les thèmes figurés, ce sont des figurations. Ce que vous avez montré sur Vénus, vous avez clarifié les opérations sémantiques, le regard croisé, la séduction en bas, mais l'image doit être retravaillée dans la partie de ce chaîne de normes sémantiques. Il y a question du recadrage, du jugement du spectateur. Donc, quelle est votre acception? Est-ce que c'est la somme des normes sémantiques qui est travaillée? Ou est-ce que c'est les normes sémantiques au sens sémantique? Ou est-ce que c'est les sommes de normes sémantiques plus les normes de figuration au sens de marin? Ou autre chose? Oui, donc moi j'ai. Donc d'abord,
j'ai constaté avec intérêt que dans les travaux donc spécialisés, ils utilisent également le terme représentation avec un sens très différent. Par exemple, le mot, ils parlent de la représentation vectorielle d'un mot, etc. Donc voilà, c'est juste entre parenthèses. Donc, c'est évidemment pas dans ce sens-là que j'ai utilisé représentation à la fin de mon exposé. Représentation, bon, c'est la grande question. Est-ce que IA est capable de représenter? À mon avis, non, parce que il n'est pas capable de parler d'un réel, si on suppose que le réel est existant, ou alors de construire un monde signifiant, dans une perspective un peu plus constructiviste. Donc, la représentation telle que je l'entends ici, elle incombe à l'énonciateur humain. Et même, je me suis demandé, justement, c'est pour ça que j'ai parlé de présentation à la fin de mon texte, présentation au sens où il se base, donc l'énonciateur humain se base finalement sur des hypothèses, à mon avis, des hypothèses statistiques, des hypothèses sémantiques, etc. Donc, est-ce qu'il ne propose pas plutôt une présentation au sens où cette présentation, elle est également dynamique, elle peut évoluer, elle n'est pas fixe comme l'est une représentation qui dit quelque chose de la réalité, par exemple. Donc, je préférerais peut-être le terme de présentation au sens de mettre en présence de et associé à des possibles. Merci beaucoup. Alors, Yves-Marie. Merci Marion Damoutin. Et je vais te demander si tu avais essayé de varier la requête, par exemple en la fragmentant par soin, en demandant juste, par exemple, à Cupidon, chevauchant un lion. Simplement ça. Et voir si, effectivement, est-ce que tu as essayé aussi de triturer le tableau initial, vrai, par exemple en exigeant que Bacchus soit à droite et pas à gauche, chose de ce genre-là. Bon, sa curiosité pousse de toute façon, je pense que comme on n'arrivera pas à décrypter, j'allais dire jamais, la façon dont le consigne initial se traduit en proposition d'image. C'est totalement possible. Mais d'ailleurs, même pour ChatGPT, je trouve qu'on manque de compréhension de la façon dont la globalité comment est-ce que, avec ces moyens statistiques relativement locaux, avec des fenêtrage attentionnel de, mettons, 50 thèmes, pas plus, on arrive malgré tout à, statistiquement, cas à cas, à engendrer des petits romans qui font 190 pages. Bon. Donc, c'est pire encore, évidemment, pour la composition d'images, dont on n'a même pas la structure séquentielle, tout ça. Donc, est-ce que ces petites manœuvres de requête donner des résultats savoureux, enfin, j'ai pas essayé de permuter les personnages dans l'image, mais par contre, j'ai interrogé quand même, voilà, des prompts à travers des prompts, donc j'ai quand même isolé le motif de Cupidon enfourchant les lions, etc. Et je n'ai pas eu de réponse satisfaisante. Et c'est très curieux parce que, comme j'ai essayé de le montrer, c'est quand même un motif qui existe dans l'histoire, dans les arts, je veux dire, qu'il y a une tradition dans les arts. Donc, comment se fait-il qu'effectivement, il soit systématiquement sorti de l'image, évacué de l'image? Qu'est-ce qui se passe? On obtient quelle sorte d'image quand on demande une consigne incongrue comme ça? Mais j'ai toujours obtenu des images avec un lion avec Cupidon, mais jamais Cupidon sur le lion. Donc, la seule image que j'ai réussi à obtenir donc avec quelque chose posé sur le lion, c'est Vénus qui pose ses jambes sur le lion. Donc, j'ai essayé quand même pas mal. Donc, j'ai eu quand même une trentaine d'images générées à partir du même prompt, révisées, sans plus de succès. Merci à tous les deux. Enzo, à toi la parole.
Oui, merci Marion pour cette conférence hyper riche, hyper dense et vraiment hyper stimulante. Alors, j'ai une question qui n'est pas précisée dans ma tête, mais qui concerne les motifs. La question des motifs, ce n'est pas un concept que je connais très bien. Et je me demande si tu as pris en compte des possibles différences entre des motifs culturels liés au langage verbal et des motifs visuels. Parce qu'à un certain moment, dans l'image que tu as montrée, et tu as parlé, tu as fait une métaphore avec la chronophotographie, avec ces gestes de quelqu'un qui semble en train de marcher mais qui ne marche pas, je me demande là s'il y a un point des motifs visuels et si la question des motifs peut être intéressante pour analyser la génération d'images avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que s'il y a une double contrainte des motifs verbaux et des motifs visuels qui font de sorte qu'une image est produite. Et à un certain moment, tu as parlé aussi des registres. Voilà, c'est pour dire que tu as parlé de normes, d'usage, etc. Mais dans ton intervention, tu as parlé à un certain moment des motifs et des registres. Et cela me semble une bonne piste pour analyser l'intelligence artificielle générative visuelle. Parce que dans nos tests qu'on avait fait avec Maria-Giulia et Adrien, par exemple, si on demandait des éléments qui étaient très liés à un imaginaire spécifique, par exemple, un homme qui ramasse par terre un atome, il y avait un style visuel qui était connecté à des motifs visuels, c'est-à-dire la bande dessinée, les films de science-fiction, etc. Bref, je voulais te demander si tu avais réfléchi à cette double contrainte des motifs visuels par rapport aux motifs verbaux. Oui, tout à fait. Merci de ta question. Donc, tout à fait. Je pense que la notion de motif telle que je la conçois, et là, je suis, je suis beaucoup inspirée, évidemment, des travaux d'Yves Marie, hein, donc, d'un côté, et puis également, donc, j'ai constaté que la notion de motif apparaît dans les travaux spécialisés, traitement de texte automatique, etc. Donc là, il parle aussi de motif. D'ailleurs, j'ai donné, je pense, une définition. Donc, par exemple, Vanni et Precioso définissent le motif comme une construction lexicographique associée à un nombre restreint de formes dont la fonction sémantique et discursive reste comparable d'une réalisation à une autre. Je trouve intéressant le fait qu'ils associent la construction lexicographique à des formes. Donc, même s'ils notent un nombre restreint, bon, à mon avis, il faudrait ouvrir davantage, mais donc, il y a quand même l'idée de la variation, elle est là. Et je pense effectivement qu'il y a des motifs à la fois verbaux et des motifs visuels, et que les motifs verbaux, en l'occurrence, préparent, d'une certaine manière, annoncent les motifs visuels que l'on a pu observer dans... Tout à fait. Merci. Merci Enzo. Voilà, Pierluigi, dernière question. Et puis pause, café, biscuit. Alors, un très grand merci, Marion, pour ta conférence magnifique, très riche, innovatrice aussi. J'ai remarqué deux aspects très intéressants pour moi dans ton exposé. La machine en tant que passeur de normes et l'autre chose pour moi très intéressante, c'est les sous-bassements affordentiels. Ce sont deux aspects qui m'ont frappé un peu dans ton exposé. Et donc, mes deux questions concernent un peu ces deux points, si tu veux. Les premiers, les sous-bassements affordentiels. Ma question est, si tu peux dire quelque chose un peu sur ces sous-bassements affordentiels, est-ce que tu estimes que finalement, la machine, quand on parle d'affordance, est-ce que c'est finalement une norme de traitement du matériel? C'est-à-dire que même la machine a une littérature, c'est-à-dire des bases de données, n'est-ce pas? A des bases de données, et donc peut-être elle a sa propre manière de traiter ces données, et donc elle a des normes de traitement. Est-ce que, par exemple, ces normes de traitement de la machine émergent dans les erreurs? C'est-à-dire qu'on remarque, nous, en tant qu'usagers, des erreurs faites par la machine, et parfois il y a des justifications
de la part de la machine en disant, moi, je suis habitué, je ne sais pas, à extraire d'un texte, j'ai une grille et elle m'a répondu comme ça parfois. Je parle des titres, des chapitres, des paragraphes et donc parfois je fais des synthèses comme des unités, comme des macrostructures de contenu et donc ces types de traitement de l'information a aussi des conséquences, parfois des conséquences négatives. Donc, est-ce qu'il y a une normativité qui est fait partie du jeu interne est-ce que c'est soubassement affordantiel à quelque chose de normatif qui peut émerger même dans les discussions avec la machine. Et à ces propos, deuxième question, est-ce que tu es d'accord que finalement, il y a trois environnements différents? Il y a l'environnement de la machine, hein, là où elle fait ses élaborations, ses calculs, etc. Il y a l'environnement de la conception de prompt, c'est-à-dire le travail écologique de l'usager qui a ses propres visées, ses propres objectifs. Et il y a l'environnement de l'interface entre homme et machine. Et alors, alors tu as dit justement, la machine est un passeur de normes, mais est-ce qu'il y a de la normativité aussi dans l'environnement d'interface? C'est-à-dire, tu sais que par exemple, j'imagine que tu le fais comme moi, tu donnes à la machine l'ordre d'enregistrer des règles dans les interactions futures. Tu peux dire à la machine, par exemple, maintenant, tu vas enregistrer que chaque fois que tu fais une traduction, il ne faut pas mettre en gras des éléments pour valoriser une partie du texte. Il faut absolument éviter ça. Parce qu'autrement, la machine, par défaut, semble vouloir mettre en gras, donc en évidence, certains éléments cruciaux du texte, des termes, de conclusions, de points spécifiques. Donc, tu peux négocier et tu peux construire une sorte de normativité interactionnelle avec la machine qui peut avoir une mémoire à moyen terme, parce que maintenant, je passe à ChatGPT 4.5 et j'ai remarqué que j'ai dû réinjecter les règles et dire de nouveau, il faut assumer ces types de règles générales, de normes générales, disons, dans nos interactions, parce que je veux obtenir certains résultats. Voilà, deux questions. Merci beaucoup, Pierluigi. Alors d'abord, donc l'affordance a-t-elle quelque chose de normatif? Justement, j'ai voulu montrer que les normes agissent sur, comment dire, un terreau affordantiel en retenant certaines des affordances possibles, en sélectionnant certaines des affordances possibles et donc pour justement les hisser, si on veut, au rang de normes. C'est ça l'idée. Donc, si j'ai ici parlé du soubassement affordantiel, c'est pour montrer justement qu'à mon avis, comme on a pu le voir dans les images, il y a un ensemble de réalisations possibles à partir d'un même germe, comme tu dirais, à partir d'un même étymon structurel ou structural. Donc, il y a différentes réalisations possibles. Et curieusement, elles rejoignent ce soubassement affordantiel. Mais je ne dis évidemment pas, enfin je ne pense pas qu'on puisse dire que la machine évidemment puise dans ce soubassement affordantiel. Non, hein. J'ai été prudente, j'ai parlé de coïncidence. Okay. Donc, et puis pour la deuxième question, je pense que ce que tu dis est extrêmement intéressant. Effectivement, passeur de normes au sens où j'ai envisagé les normes qui sont associées à des contenus, les contenus de la base de données, mais tu as tout à fait raison, l'usager peut évidemment ajouter de nouvelles normes, corriger ces normes, etc. Et c'est ça qui est très intéressant et on devrait effectivement tenir compte de cette, peut-être là encore, rétrojection, comme j'ai dit, de ces nouvelles normes sur les normes attachées d'office au contenu de la base de données.
Très bien, merci. Merci Marion, merci Pierluigi. Petite pause de 10 minutes, ensuite on va écouter Ruggero Eugeni jusqu'à 5h, 5h15.